Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas si je suis déjà en ligne. S'il y a des personnes en ligne qui me suivent, veuillez me le faire savoir, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. J'aperçois une personne en ligne. Donc, je suis en ligne. Bonjour, Eva Oloa. Bonjour, voilà. Une fois que je te vois en ligne, ça me rassure qu'il y a des personnes qui sont connectées et qui vont suivre ce live. C'est un live que je veux faire sur le vivre ensemble dans notre pays. Bonjour Eva Oloa. C'est un live que je fais sur le vivre ensemble dans notre pays. Bonjour Gaston Chokonte. Le vivre ensemble dans notre pays, le Cameroun, se trouve face à un défi. C'est le défi de la fin de la centralisation du pouvoir. Parce que c'est acté par la communauté internationale qui dit désormais au Cameroun, on ne veut plus entendre parler de centralisation du pouvoir. Le pouvoir en place ne peut plus jouer avec la ruse, comme ça a été le cas en 1992. Autrement dit, la crise anglophone ne pourra pas s'achever tant qu'il y a la centralisation du pouvoir. Et on ne pourra pas donner le fédéralisme ou une large autonomie aux régions anglophones et conserver la centralisation pour les 8 autres régions du pays, ce qui n'est pas possible. Donc, c'est acté, c'est la fin de la centralisation. Qui dit fin de la centralisation dit que beaucoup de catégories socio-professionnelles vont perdre leurs privilèges. En l'occurrence, l'administration territoriale, ce que nous appelons chez nous la préfectorale, les sous-préfets, les chefs de district, les préfets, les gouverneurs, le ministère, le personnel central et même déconcentré du ministère de l'administration territoriale, ça c'est acté, c'est amené à disparaître. Ces gens vont être reclassés ou reversés dans d'autres ministères, formés pour faire autre chose, mais ce genre de ministère, on n'en veut plus. On n'en voudra plus et c'est amené à disparaître. Et ce qui va donc remplacer cela, ce sera l'émergence des élus locaux. Ça veut dire que l'émergence d'une gouvernance locale libre de prendre des initiatives, libre de créer des opportunités pour que chaque point exploite son avantage compétitif. Bonjour Jerry Godwin. Bonjour Tiwa Zogu Cyril. Donc, cette situation-là fait que, dans un contexte comme celui-là, beaucoup d'acteurs politiques qui sentent leur position à venir menacée par les réformes qui vont être mises en place dans notre pays, essaient de ralentir l'arrivée des réformes administratives, institutionnelles, en voulant faire peur à la République par l'exacerbation des tensions ethniques et tribales. Cela se traduit par ce que nous avons vu à Saint-Ménima. Cela se traduit par la montée d'un discours de haine, en l'occurrence mené par Abel et Limbi Lobet. Donc, je dis deux cas. Cela se traduit par le discours de haine. Bonjour Micheline. Cela se traduit par le discours de haine. Et cela se traduit par les émeutes comme ce que nous avons vu à Saint-Ménima. Parce que pour rien au monde, rien n'explique que pour la mort présumée d'un conducteur de moto-taxi originaire du coin, que cela dégénère et débouche sur le pillage des domiciles et des biens appartenant à des populations qui sont installées venues d'ailleurs, mais qui sont installées dans cette zone depuis des années, et par des jeunes, quand on regarde les vidéos, qui sont des miliciens. Il faut avoir le courage de dire, c'est des miliciens. Parce que aussi rapidement, aussi facilement, les gens ne peuvent pas sortir avec des machettes, appelons ça des armes blanches, voilà. Avec des armes blanches. Micheline dit, donc, na direct, you did know the sleep like me. No, Mama, I do some small direct because I don't have time. I'm very busy, extremely busy right now. So I don't have time to do direct all the time. But I can do some capsule for 15, 20 minutes, 30 minutes.
Yes. Donc, rien n'explique qu'on utilise des armes blanches et que, au lieu qu'on laisse la justice faire son enquête, il y a des officiers de police judiciaire à Saint-Minima, faire leur enquête, procéder à des auditions, entendre les personnes pour déterminer les vraies causes, les vrais commanditaires et être déféré devant le procureur de la République pour qu'il y ait un procès et qu'à l'issue de ce procès, les auteurs présumés de ces actes soient punis conformément aux lois, que cela débouche plutôt sur le saccage des magasins des Camerounais, le saccage des boutiques, le saccage des maisons et les gens, le discours du genre, rentrez chez vous les Bamileke, les Bamoun, les anglophones, on ne veut plus de vous dans le sud. On comprend donc que c'est quelque chose d'organisé, de monté. Bon. À mon niveau, moi, je ne mettrais pas ça en termes d'analyse, je ne mettrais pas ça sur le dos des populations. Parce que la population d'Undja et Lobo, que je connais bien, parce que dans la ville de Saint-Mélima, nous possédons plusieurs terrains et plusieurs logements. Je peux dire qu'arrivé ici aux États-Unis, j'ai pris un deuxième travail et j'ai travaillé dans un centre de réservation hôtelier et tous les revenus que cela m'a procuré, je les ai donnés à des cousins restés à Saint-Mélima pour qu'ils puissent acheter des équipements à Bernabé, Cameroun, pour se lancer dans la foresterie rurale. Vous pensez bien que ces gens sont sortis pour aller dans la rue, piller ou casser les biens des gens? Non, pas du tout. Donc, le petit échantillon qui s'est lancé dans la rue, ou cette milice qui s'est lancée dans la rue, est sûrement une milice préparée, c'est-à-dire que les gens qu'on a transportés peut-être de Djoum ou loin dans l'arrière-pays, là, pour venir foutre ce bordel dans la ville de Saint-Mélima. Et c'est un message qu'on veut faire passer aux gens en disant, écoutez, si vous voulez faire une réforme en termes de casser la centralisation du pouvoir, voilà ce que nous allons faire. Quand la décentralisation ou le fédéralisme va se mettre en place, vous allez partir d'ici. Voilà le message qui est passé. Micheline, oh, Micheline. I will call you just after this Facebook live. I will give you a call. Ce que je voulais dire, c'est que je voulais parler moins aux élites qui sont derrière l'émeute comme celle qu'il y a eu à Saint-Mélima. Parce que je dis bien que au Cameroun, quoi que vous disiez, il y a encore une administration, ça veut dire la police, la gendarmerie, avec des officiers de police judiciaire qui ont la faculté d'interpeller, de mener des enquêtes et d'interpeller ceux qui ont tué ce jeune conducteur de moto-taxi, de procéder aux auditions, de procéder aux confrontations et sous procès verbal et de les déférer devant le procureur de la République qui peut effectuer un complément d'enquête et qui peut décider de poursuivre les auteurs de ce meurtre et que la justice passe et que les personnes soient punies conformément à la loi. Cela ne devrait donner aucunement lieu au saccage des magasins, des maisons, des domiciles, des personnes appartenant à la communauté Bamileke, à la communauté Bamoun, à la communauté anglophone. Cela ne se justifie pas. Et le pire, sous un silence et un regard complice de l'administration. Conclusion, il s'agit d'une sorte de chantage des élites locales qui disent, voilà, si vous voulez mettre fin à la centralisation du pouvoir, vous sachez que vous allez rentrer chez vous. Moi, je voudrais dire une chose à mes frères du Sud. Parce que j'ai la parenté dans le Sud. Il ne faut pas croire ce qu'ils racontent là. Moi, j'ai de la parenté dans le Sud. Mon père a été élevé par un boulou. Il s'appelait Papa Ze. Et quand on rentre dans le grand domicile familial, c'est la photo de ce boulou-là qui est là. Parce que c'est lui qui l'a élevé, qui a été... Parce que dans le contexte du maquis, à l'ouest du Cameroun, les gens fuyaient, l'armée et les maquisards assassinaient les gens. Lui était un directeur d'école, donc il a récupéré mon pauvre père à l'âge de 7 ans. Il l'a amené dans son sud natal, parce que lui, directeur d'école, il était obligé de fermer. Il est parti, un peu comme dans la zone anglophone là. Et il a élevé. Donc après, il s'est installé dans le sud Cameroun. Donc, nous, on a la parenté là-bas.
On a des cousines qui sont allées en mariage là-bas, d'autres sont décédées. Elles ont été inhumées chez leur mari là-bas parce qu'ils les avaient dotées et tout et tout. Donc il ne faut pas qu'on essaie de faire croire, d'opposer deux communautés. Et je connais bien, parce que c'est aussi mon village. Je dis bien que nous avons des domiciles. Moi j'ai appelé, rien n'a été pillé. On a des propriétés, rien n'a été pillé. Que c'est un coup organisé, et je peux pas, les populations le disent, que c'est des choses organisées, que nous on n'a rien à voir dans cette affaire. C'est des choses organisées par les politiciens. Je voudrais parler plus aux populations du sud du Cameroun, mes chers frères. Le Cameroun est un et indivisible. Un et indivisible, ça veut dire que ça restera un territoire. Ça restera une constitution. Ça restera une population installée sur notre territoire, composée de Camerounais ou de personnes venues d'ailleurs. Et ça restera aussi une administration, un drapeau, des emblèmes, des choses. C'est ça qui fait l'unité nationale. En revanche, il y a des facteurs qui font qu'on ne peut plus centraliser le pouvoir à Yaoundé comme on l'a fait par le passé. Il y a le progrès, la croissance démographique. Au moment où notre État naissait, il y avait 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes presque 35 millions d'habitants et presque 7 millions de Camerounais vivant à l'étranger. Ça fait 42 millions d'habitants. Ça fait une demi-centaine de millions d'habitants. On ne peut plus diriger le Cameroun comme ça. Ou pour avoir un petit papier à Kumba, il faut faire des jours et des nuits pour aller à Yaoundé. Ou pour toucher sa pension retraite, alors que vous avez travaillé à la Semerie, il faut monter pour aller à Yaoundé. Ou quand vous êtes embauché comme fonctionnaire, instituteur ou professeur pour enseigner à Yagua, à Kolofata ou bien à Kembong, il faut aller à Yaoundé pour le traitement de votre dossier. Non. Ce Cameroun-là il ne marche plus. Il ne marche plus. Ou pour dire qu'on va construire des logements, on va construire 1000 logements à Bouddha, ou bien à Tchang, ou bien à Yabassi. Il faut que les décisions soient prises à Yaoundé, alors qu'elles auraient pu être prises par le maire, comme ça se fait ailleurs. Sachez que les élites qui vous manipulent, là, tous leurs enfants sont ici. Et pourquoi ils se battent corps et âme pour envoyer leurs enfants ici, divorcent même avec leurs femmes, viennent se remarier à des femmes ici pour avoir les papiers ici, pour qu'ils puissent faire monter leurs enfants. C'est parce qu'ils voient qu'ici, là, on a mis en place une gouvernance locale. Au niveau des villes, au niveau des départements, au niveau des régions. Je prends souvent l'exemple de la France. Laissons même l'Amérique parce que ça fâche les gens. Dans un pays comme la France aujourd'hui, le budget, 70% du budget est affecté aux collectivités locales, les villes, les départements et les régions. 30% du budget seulement reste à l'État central. C'est pour ça que vous voyez en France, les maires construisent des tramways, les maires construisent des écoles, les maires construisent des cantines scolaires, les maires construisent des lycées, les maires construisent des IUT, les régions construisent des universités, les régions construisent des technopoles, les maires bitument les routes dans leur ville, les régions bitument les routes interdépartementales et l'État fait seulement des routes nationales. Si ces gens-là reconnaissent que ça marche bien en France, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que la même chose se passe chez nous? C'est parce qu'ils ont peur de perdre des privilèges. Parce qu'ils ont peur de voir les budgets qui sont concentrés et gérés à Yaoundé, quitter Yaoundé pour aller dans les villes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si on dit programme d'électrification de la ville de Bafoussam, c'est le ministre qui décide de ça à Yaoundé. Dans un pays comme la France, c'est le maire qui décide de ça. C'est le maire. Le ministre met à sa disposition les crédits tels que votés dans le budget de l'État. Et le maire décide, c'est lui qui est le maître d'ouvrage, qui fait les appels d'offres, qui lance le marché et qui veille à la bonne exécution du marché. Et s'il y a la corruption, il y a la Cour des comptes qui est là pour dire s'il y a corruption ou pas. Voilà. Or, chez nous, même pour l'électrification de la ville de Bafoussam, c'est le ministre qui décide à Yaoundé. Même pour refaire les routes, c'est le ministre qui décide à Yaoundé. Même pour boucher les trous sur les routes, pour lancer le marché, c'est décidé à Yaoundé. Ça ne marche plus. Et il faut parfois 3 ans pour qu'une décision soit prise.
La décision visait à boucher les routes sur 5, les trous sur 5 km de route. Le temps que le marché est lancé et que ça arrive au niveau de l'exécution, au niveau du ministère des Travaux des investissements publics, hein, où c'est des investissements publics locaux, où c'est de la ville, la route est déjà devenue carrément un cratère. Ça ne correspond plus à la réalité. Donc, il faut changer ça. Évidemment, comme toute réforme dans un pays, ça entraînera la fin de certains privilèges pour une certaine catégorie de personnes. Et ces personnes ne peuvent pas prendre en otage notre République en disant, bon, si vous vous amusez, je le dis parce que, mes frères du Sud, je vous le dis vraiment, ce n'est pas la défiance, ce n'est pas une attaque, c'est rien du tout. Le Cameroun de demain va changer. Le Cameroun de demain va changer. Le Cameroun d'hier de nos parents a été bâti essentiellement sur 2 villes, Douala et Yaoundé. Parce que c'est comme ça que l'administration coloniale, déjà avec les Allemands, avait conçu Douala comme étant un endroit où il y avait un port qui permettait d'évacuer facilement les matières premières venues du sud-ouest, venues du Grand Nord, etc. Et puis, après, les Français qui avaient voulu Douala comme étant la voie de passage pour l'alumine venant de Guinée, etc., des grandes plantations comme Safakam. Bref, les 2 villes que sont Douala et Yaoundé ont été ce qu'elles ont été parce qu'elles furent une création de l'administration coloniale allemande et puis française. Parce qu'on pouvait aussi construire le port de Douala. Je dis toujours aux gens, quand vous allez au sud-ouest, vous prenez la voiture à Douala, vous arrivez à Moutenguene, vous tournez à droite pour aller à Boya. Quand vous finissez de monter la colline, là, mettez-vous en haut de la colline, prenez une paire de jumelles et regardez bien. Vous allez voir qu'on n'aurait jamais dû construire le port de Douala là où il est. Parce que ça fait un cul-de-sac comme ça. Ça fait un cul-de-sac. Et quand vous avez les mêmes jumelles, moi je l'ai toujours fait. Vous regardez avec les mêmes jumelles, vous voyez que l'endroit le mieux indiqué pour construire, c'était Tiko ou Limbe. Il fallait mettre le port. Parce que c'est ouvert directement sur la mer. Mais c'était une volonté de l'administration coloniale française. Aujourd'hui, ça nous pose des problèmes. Douala est surchargé. Yaoundé est surchargé par des populations. Et malheureusement, des politiciens en mal de positionnement exploitent ça pour cogner les Camerounais les uns entre eux. Comme Elimi Lobé à Douala qui dit que non, c'est les Bamileke qui sont venus envahir. Pas du tout. Et bien ça a donné lieu à un débat politique dans notre pays. Ça a donné lieu à un débat, oui Guy Fondio, merci. Ça a donné lieu à un débat politique dans notre pays qui a débouché sur le fait que les Camerounais sont d'accord pour qu'on mette en place une gouvernance locale. Ça veut dire que certains problèmes doivent être résolus par les maires. Certains problèmes peuvent être résolus au niveau du conseil général, par un conseil général ou par un gouverneur, si nous décidons que la forme de l'État c'est le fédéralisme, ou par un conseil général. Ça veut dire qu'il y aura un exécutif local avec des pouvoirs renforcés qui ne sera plus sous la tutelle de l'administration territoriale. Cette histoire doit disparaître. Le préfet, ça fait 60 ans, le sous-préfet, ça ne nous apporte rien du tout. Il faut donner la place aux élus. À partir du moment où ça sera fait, je suis économiste. Je vous ai expliqué que chaque région du Cameroun a ses avantages compétitifs. Chaque région. Il y a un moment, on disait ici, oh, les Bassa, c'est rien, machin. Je vais faire un live ici, où je vous ai démontré par 1+2 que les Bassa ont un avantage compétitif. La région, le pays Bassa, comme on entend, a un grand avantage compétitif. Je pourrais aussi, je ferai un live demain pour vous montrer que la région de l'Ouest, que vous crachez dessus, a un gros avantage compétitif en matière d'énergie. Le potentiel en éolienne d'énergie que peut produire la région de l'Ouest, c'est environ 6000 mégawatts. En éolienne, je veux dire, si on installe des éoliennes sur les chaînes montagneuses de la région de l'Ouest, c'est 6000 mégawatts. Pour que vous ayez un ordre d'idée, le Cameroun au jour d'aujourd'hui produit 800 mégawatts seulement d'énergie. Ça veut dire que la région de l'Ouest, à elle seule, peut produire, à partir des chaînes montagneuses seulement, 8 fois à 9 fois ce que nous consommons aujourd'hui comme énergie électrique. Donc on peut s'industrialiser, donc on peut commencer à construire en hauteur, donc on peut créer toute une économie locale.
La région du littoral n'a pas un potentiel seulement. Si vous voulez, quand on fait les vraies analyses économiques, la zone où il y a vraiment la croissance, où il y aurait vraiment de l'activité dans la région du littoral, c'est Yabassi, c'est dans le Nkam. La terre est fertile, l'accès à la mer, etc., 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 etc. Mais parce qu'il n'y a pas une gouvernance locale, Yabassi n'est pas développé. Les régions du sud-ouest, le sud-ouest c'est un désastre minéralogique. Sa pouzzlane, ses ressources en eau, son cobalt, son coltan, son bois, ses terres agricoles arabes. Les régions du nord-ouest, les capacités de construire des barrages. Barrages sur la Menchoum, etc. Ses terres agricoles arabes. Sa capacité à développer l'élevage. Sa forte diaspora avec les ressources qu'elle dispose. L'extrême nord, l'élevage, la riziculture, l'aquaculture, la pisciculture, etc., etc., etc. Nous avons un pays formidable. Toutes les régions à égalité ont un potentiel économique. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas eu de... premièrement, on a eu une élite prédatrice, ça veut dire que, qui est une élite qui a été formée par l'administration coloniale, c'est-à-dire que, qui a été mis en place pour contester ceux qui demandaient l'indépendance. On leur dit, bon, comme vous contestez l'indépendance, on va vous donner une économie de rente où vous pourrez vous en mettre plein les poches. Cette époque est terminée parce que la génération qui les a donné l'économie de rente en France, elle est partie. Et le monde aujourd'hui est allé vers le multilatéralisme. Donc la France, même sa voix, a été diluée. Ce n'est plus comme avant. Diluée dans l'Europe, diluée dans le G8, diluée dans le G20, et etc., etc., etc. De plus en plus s'affirme en Afrique la tentative d'un multilatéralisme africain qui va bloquer les initiatives de la France à terme. Le marché commun africain, etc., etc., etc. Donc, ceux qui font l'analyse politique voient bien qu'à terme, notre élite politique là sera balayée. C'est-à-dire qu'une fois, ce sera la sortie de Paul Biya et il va partir avec tout ça. Regardez comment ça s'est passé au Congo, en RDC. C'est parti, c'est fini ça. Une fois Mobutu est parti, on a changé le nom du pays, on a changé le drapeau, on a changé les emblèmes, on a changé les sceaux, les armoiries, on a mis en place un fédéralisme qu'ils appellent décentralisation. Le pays a complètement changé. Les initiatives ont commencé à être créées partout. Quand nous étions plus petits, à 14 ans, on disait les Katangaises. Quand on disait Katangaises, ça voulait dire les prostituées. Parce que les femmes du Katanga partaient pour venir se prostituer à Kinshasa. Comme on disait les Banyangyo à Douala. Aujourd'hui, pour entrer au Katanga, mais je dirais presque qu'il faut un passeport. Parce qu'une fois qu'on a donné la décentralisation, leur gouverneur Katombi a commencé à construire des routes, construire des barrages, construire des écoles, construire des usines, amener des investisseurs, créer des centres commerciaux. Tout le monde veut vivre au Katanga. Les aéroports internationaux, les Katangais ne connaissent plus Kinshasa. Ils ne savent même plus comment ça se passe. De la même manière, dans notre pays aujourd'hui, l'aéroport de Bafoussam peut être transformé en un aéroport international avec des vols qui arrivent de Lagos. Bafoussam-Lagos, c'est 30 minutes d'avion. Les billets d'avion pour le départ des États-Unis vers le Nigeria, c'est $1000. En passant par la France, c'est $3000. $1000, on peut arriver à Lagos et prendre un autre avion, voler 30 minutes, arriver à Bafoussam. Donc vous comprenez donc que si une décision comme ça, le jour où il y a un pouvoir local dans une région comme l'Ouest, qui décide que je ne veux plus que des ressortissants de cette région passent par les aéroports de Douala ou Yaoundé pour entrer sur le territoire camerounais, l'aéroport de Bafoussam devient un aéroport international. Il suffit qu'il crée une compagnie aérienne qui fait des vols tous les 30 minutes pour aller à Lagos au Nigeria. Là, toutes les compagnies, là, Delta Airlines, American Airlines, qui atterrissent à Lagos, vont leur transférer du monde sur Bafoussam. Donc, je vais dire une chose. C'est que, mes chers frères, pour que le Cameroun survive, pour que le Cameroun se porte mieux, pour que le Cameroun se développe, pour que le Cameroun soit plus prospère, le Cameroun est amené à changer. Le Cameroun est amené à évoluer. Le Cameroun est amené à connaître des mutations. Le Cameroun est amené à connaître la fin de la centralisation. Évidemment, ça fait peur à certaines personnes qui ont perdu une bataille au Cameroun. La bataille de la centralisation. Parce qu'ils ont tout fait. Ils ont activé tout leur réseau pour que la centralisation reste.
Ils ont utilisé l'intimidation, ils ont manipulé notre armée, ils ont, etc., etc., etc. Malheureusement, leurs maîtres qui leur ont installé au pouvoir et qui leur ont donné le pouvoir leur ont dit, noir et blanc, que c'est la fin. Ils escomptaient encore la France, même la France, et nous le savons parce que nous avons les oreilles partout. La France a dit, c'est terminé. C'est pas moi qui le dis. Regardez ce que Macron avait dit au Nigeria. Que le discours est passé, on a entendu. Mais on sait aussi qu'il faut du temps à Macron pour convaincre... pour faire passer le message à Paul Biya. Et il faut aussi du temps à Paul Biya pour faire passer le message aux faucons de son camp. Les gens qui ont longtemps vécu de la centralisation du pouvoir. Je pense qu'il est temps dans notre pays que les gens se calment et que mes chères populations du Sud Cameroun, ne vous laissez pas manipuler. Surtout celle de Sarmelima. Ne vous laissez pas manipuler. Moi, je dis bien encore que nous possédons plusieurs terrains et biens à Sarmelima. Moi, j'ai appelé, quand j'ai été au courant de ça, moi, les populations locales, je suis obligé de protéger leur identité, m'ont dit que les populations locales de Sarmelima n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Que ce qui s'est passé, c'est des gens qu'on a transportés, on a amenés à Sarmelima, on a préparé ça pour faire ce coup-là. On les a jetés dans la... Ce n'est pas une affaire de boulot. Les boulots n'ont rien à voir là-dedans. Donc, c'est des élites du coin qui sentent que leur position est menacée. Que bon, voilà, c'est acté, apparemment, Paul Biya va céder sur la fin de la centralisation. Donc, ils disent, ben voilà, on va perdre des privilèges. Ça veut dire que si je suis ministre à Yaoundé, et si le budget de mon ministère est de 70 milliards, je n'aurai peut-être que 15 milliards à gérer. Le reste sera obligé de partir dans les... Donc, ils voient très bien la fin de la centralisation et les conséquences que ça aura sur leur gourmandise. Et donc, pour faire peur à la République, on dit attention. Mais je vais dire une chose. Le jour où les initiatives économiques vont éclore, le jour où les opportunités économiques vont être créées dans les autres régions du Cameroun, autres que les régions traditionnelles actuelles, chacun va se déplacer pour aller ailleurs chercher son bonheur. Je répète, le jour où les initiatives vont se créer ailleurs, où elles se créent en ce moment. Le jour où les opportunités, la gouvernance locale va permettre aux élus locaux, les maires, les présidents des conseils régionaux de créer des opportunités, chacun va se déplacer pour aller ailleurs chercher son bonheur. Il y a quelques années, pour faire la médecine, tout le monde courait au CUS à Yaoundé. Aujourd'hui, pour faire la médecine, on court aussi à l'université des montagnes à Banganté. Je répète, il y a quelques années, quand moi je passais mon bac, tout le monde pour faire la médecine courait au CUS à Yaoundé. Aujourd'hui, on court pour aller à l'université des montagnes. Vous pensez bien que le jour où il y aura un conseil régional à l'ouest du Cameroun, le jour où les maires dans les villes de l'ouest du Cameroun auront des vrais pouvoirs, qu'est-ce qui va se passer? Surtout avec leur diaspora, où il y a plein de docteurs, d'agrégés, de machins, des gens qui sont dans les plus grands centres de recherche du monde, la NASA, qu'est-ce qui va se passer? Les écoles polytechniques de pointe vont pousser comme des champignons dans les régions de l'Ouest. D'abord, ça va en conséquence première. Aucun enfant ne sortira plus pour aller là-bas. Ceux qui sont Madoala, Yaoundé enverront leurs enfants fréquenter dans les régions, à la région de l'Ouest. Et en plus, les enfants viendront d'ailleurs. Vous pensez bien que si on vous colle une étiquette de boulot ennemi de Bamileke, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Comment vous allez pouvoir vous mouvoir? Je dis ça pour que la population du Sud se lève comme un seul homme et dénonce ce qui s'est passé à Sarmelima. Parce que je sais qu'elle n'est pas impliquée, elle n'a rien à voir. J'ai appelé et on m'a dit que c'est des trucs montés où la population n'a rien à voir. Et je le dis, j'ai une pensée pour le docteur Oko, qui est le régional MSC du Sud, qui est actuellement en détention. Et je lui passe le bonjour. Bonjour, doc. Je te passe le bonjour. Les populations du Sud n'ont rien à voir. Elles-mêmes, elles ont été spectateurs. D'ailleurs, vous avez vu la fille qui faisait la vidéo. Elle a été elle-même spectatrice. Elle a aussi regardé ça comme tout le monde. Je dis encore que le Cameroun de demain, sachez que le Cameroun de demain, Commercial Avenue à Bamenda, risque de devenir comme Wall Street aux États-Unis. Ça risque d'être une ville, l'avenue commerciale où vous aurez des centres commerciaux, des grandes banques avec des buildings de 20 étages.
Il suffit qu'on mette en place une gouvernance locale. Le barrage sur la Menchom, c'est 800 MW. Le lac Nyos, c'est 800 MW d'électricité. Les coins comme Dop Nkambe, où on peut produire du riz. Des zones industrielles dans la région du nord-ouest. Dans la région du sud-ouest. Les ressources en eau du Mont Cameroun peuvent permettre, nous avons des études que nous avons faites pour le professeur Maurice Kamto, de construire près de 100 à 120 usines dans divers types de produits de base à partir de l'eau. Nous avons regardé ce qui s'est passé, ce qui se fait à Evian en France. Et nous avons vu comment ça peut se transférer dans le sud-ouest. Vous pensez bien que si on installe même seulement 50 usines au pied du Mont Cameroun, dans le sud-ouest, qui va tourner autour de l'eau, et que chaque usine emploie seulement 200 personnes, ça fait 10 000 personnes. Vous pensez que les enfants ne vont pas sortir du sud pour aller chercher le travail? Ou comme comptable, ou comme technicien, ou comme agent commercial, ou comme chauffeur, ou comme, je ne sais pas moi, il y a plusieurs, ou comme responsable des ressources humaines. Non, c'est dangereux. Notre pays doit aller de l'avant. Il ne peut pas aller de l'arrière. Il ne peut pas rentrer en arrière. Donc faites attention. Ne vous laissez pas prendre au piège de la manipulation. Sachez que le Cameroun ne va pas s'arrêter avec Paul Biya. Le Zaïre ne s'est pas arrêté avec Mobutu. La République démocratique du Congo ne s'est pas arrêtée avec Mobutu. Mobutu est mort il y a plusieurs années. Tous les gens même qui étaient avec Mobutu sont morts depuis. Mais regardez ce qui se passe au Congo. Regardez ce que subissent aujourd'hui les gens de l'Équateur. On les a embarqués dans quantité de choses. Aujourd'hui, ils sont mal. Les gens qui les manipulaient à l'époque, comme les Honoré Mbanda, ils sont en fuite en France. Ils sont en fuite en France. Il est devenu pasteur. Alors qu'à l'époque, c'est eux qui jouaient cette grande manipulation. Donc ne tombez pas dans le piège où on dit oui, nous allons... Sachez que le Cameroun de demain, je vous dis, une fois, je suis économiste, j'aurai le temps de faire des lives pour remettre sur la place publique beaucoup de travaux que nous avons faits et que nous allons présenter au professeur. C'est-à-dire que des travaux à partir des chiffres, les chiffres de la Chambre de commerce, les chiffres du JICAM, les chiffres de l'Institut national de la statistique et d'autres chiffres que nous avons collectionnés dans les ministères au Cameroun. Il y a un potentiel économique terrible qui va être libéré seulement parce que l'économie locale, à partir du moment où on va décentraliser. Moi, je vous prends un exemple simple. Regardez chez moi à Bouddha. Si aujourd'hui on donne le pouvoir au maire de Bouddha de faire l'urbanisation, qu'il amène un promoteur immobilier, qui décide de construire par an 1000 logements pendant 10 ans, 10 000 logements, d'abord tous les 10 000 logements trouveront preneurs. Soit des Bouddhas qui vivent à l'étranger, hors du pays, ce qu'on appelle la diaspora, soit des Bouddhas qui vivent dans les villes de Douala, Yaoundé ou en Afrique centrale. Je dis même 1000 logements, disons 1000 logements tous les 2 ans. Ça fait 5000 logements. 5000 logements, c'est à peu près combien d'emplois? Vous pensez que les entrepreneurs ne vont pas venir du sud pour chercher à gagner les marchés? Regardez dans une ville comme Bouddha où le maire a installé une salle de fête. Il s'est battu avec son conseil municipal. Ils ont mis 200 millions à terre. Ils ont conçu une grande salle de fête d'une capacité de 1000 places. Regardez ce que ça génère comme économie. Le jour où on donne des vrais pouvoirs à ces gens de travailler. Regardez, je ne suis pas du RDPC. Je n'ai aucune sympathie. Mais je connais quand même que Tchakoutes, j'ai de la parenté dans l'Indé. Regardez ce qu'elle a fait à Banganté. Regardez comment la vie s'est transformée. Et je sais que parce que c'est une battante, je ne lui jette pas... Bon, ça peut me valoir des critiques. Je sais parce que c'est une battante, que si on lui donnait les moyens, elle aurait fait des zones industrielles pour lancer l'industrie. Elle aurait fait des centres commerciaux à Banganté. Elle aurait fait du logement. Elle aurait construit un IUT. Vous pensez que quand ces villes-là vont se développer, qu'est-ce qui va se passer? Les populations ne vont plus venir, elles vont partir. Ça va être l'effet inverse. On a vu ça au Zaïre. Kinshasa avait 30 millions d'habitants. Quand on a mis en place la décentralisation, la population de Kinshasa est descendue jusqu'à la moitié, à 15 millions d'habitants dans un premier temps, avant de remonter un peu. Mais les gens qui sont les nouveaux venants, c'est les gens qui viennent du Congo, de l'Angola, des choses comme ça. Ce n'est plus les Congolais. Tous sont repartis à l'intérieur. Donc, que les gens ne mettent pas de l'huile sur le feu en disant « Ouais, allez chez vous ». Il n'y a pas d'autre issue que la fin de la centralisation dans notre pays. On a vu ce que la centralisation a donné. Ça a donné la guerre dans les zones anglophones. Ça veut dire que même la France, qui a installé Paul Biya là, lui a passé le message et on l'appelle en France pour lui tirer les oreilles pour dire « C'est fini cette histoire ».
On n'en veut plus. Donc ça veut dire qu'il y aura l'émergence d'un pouvoir local. Les conséquences seront même que le budget de l'État, là, l'État va être obligé de reverser au moins 50% du budget aux collectivités locales. 25% chez les villes, 25% chez les régions. Pour qu'elles puissent travailler, construire des routes. Ce n'est plus le ministre qui va lancer le marché à Yaoundé. S'il faut construire une école, ce n'est plus le ministre de l'Éducation qui va lancer le marché à Yaoundé. C'est les maires qui vont lancer les marchés. C'est les maires qui vont mettre les architectes. Donc, le monopole que certaines personnes avaient, où ils pouvaient se mettre plein les poches parce qu'ils géraient de gros budgets, c'est terminé. Et il va falloir aller se faire élire. Les histoires quand il fallait aller bousculer dans les réseaux pour avoir une nomination et devenir préfet et mettre le képi sur la tête pour venir ici à les gens, c'est terminé ça. Il va falloir démissionner de la préfectorale, s'engager en politique et se faire élire pour pouvoir appliquer son programme. Donc il ne faut pas que les gens commencent à menacer les Camerounais comme ça. La deuxième chose que je voulais dire, c'est c'est le discours que je tiens à mes frères du Sud. Que mes frères du Sud, faites attention, faites attention. Pensez que le Cameroun ne va pas s'arrêter à Paul Biya. Pensez à vos enfants. Pensez que vous pouvez faire des choses. Mais moi, déjà, je dis que j'ai appelé au Sud. Les populations disent que ce n'est pas elles. Elles n'ont rien. Elles-mêmes, elles ont été surprises de voir les gens qui ont déboulé dans la rue. Subitement comme ça, avec des machettes, des barres de fer, des haches et tout, et tout, et tout. Et même elles ont été surprises. Donc, c'est des choses qui ont été montées. Et en la matière, la crise anglophone nous a montré qu'il y a de l'expertise pour monter ce genre de choses. Bon. La deuxième chose que je voulais dire, c'est Abel Elimilobin et Dipita Tongo. Dipita Tongo est devenu la voix officieuse des personnes tapées dans l'ombre qui veut faire passer un discours xénophobe et opposer les communautés Bamileke, Aoussa, anglophones aux communautés Sawa dans la région du littoral. Bon. Ils ont vu un porte-flingue, c'est Dipita Tongo, ils l'ont récupéré, ils l'ont habillé, ils lui ont donné des vêtements, ils lui ont donné sans doute un véhicule et un petit pécule en poche. Et lui, on lui a dit que bon, tu travailles dans un média, voilà, vas-y. D'abord, je voulais dire quelque chose à Dipita Tongo. Dipita Tongo, tu sais que tu as un ami. Moi, je veux pas, j'ai quand même du respect pour les amis. En fait, tu étais un ami. Si tu n'arrêtes pas ce que tu es en train de faire à STV là, où tu essaies de travailler pour des lobbies tapis dans l'ombre pour exacerber des tensions, nous allons mettre les projecteurs sur toi et la télévision STV n'aura pas d'autre choix que de te virer, comme elle a viré Thierry Kongonga. Je te donne un ultimatum. Je dis encore à Dipita Tongo, je te donne un ultimatum d'arrêter tout de suite ta campagne de xénophobie que tu es en train d'utiliser STV pour pouvoir promouvoir. Si tu n'arrêtes pas ça, le jour où tu continues encore, nous allons mettre les projecteurs sur toi pour que nous allons mettre la pression en te dénonçant par tous les moyens, avec les associations, par tous les moyens, à tel point que STV aura le choix soit de voir son audimat réduit à néant, soit de te mettre à la porte. Parce que ce que tu fais n'a plus rien à voir avec le journalisme. Ce que tu es en train de faire n'a rien à voir. En quel pays dit pas de décentralisation, nous voulons le fédéralisme? Écoute, quel pays? Moi, je suis pour le fédéralisme. Je te le dis tout de suite, je suis pour le fédéralisme. Mais je dis encore, si on me dit qu'il y a une vraie décentralisation, à l'issue de laquelle on prend une disposition spéciale pour accorder une large autonomie aux anglophones en fonction de l'histoire et de la spécificité culturelle et linguistique, moi je suis preneur. Et que ce soit fait pour une transition peut-être d'une décennie, pour que les gens apprennent déjà à mettre en place une gouvernance locale, et qu'après, cela évolue vers le fédéralisme. Parce que je pense que si, après la constitution de 92, aux alentours des années 94, on avait mis en place la décentralisation, aujourd'hui on parlerait de fédéralisme, parce qu'on aurait rodé la décentralisation, on aurait vu ce qui est comme manquement, et après on aurait corrigé ça en lançant le fédéralisme. Le problème c'est qu'on n'a rien fait du tout pendant cette période, et c'est ça qui pénalise notre pays. Donc, une fois que j'ai dit ça, je reviens à donc décentralisation, fédéralisme, je veux dire,
Les débats sont ouverts. Moi, je suis fédéraliste. Je pense qu'il faut aller au fédéralisme. Mais en même temps, il faut ménager. C'est pas aussi facile qu'on croit. Il faut faire ça doucement, doucement. Bon, je n'ai pas tous les éléments du dossier. Mais je dis encore, fédéralisme, ça dépend ce qu'on met dedans. Les Congolais, ce qu'on appelle, nous appelons les Aïrois dans le temps, ont mis en place ce qu'ils ont appelé la décentralisation. Mais quand vous regardez bien, c'est le fédéralisme. Parce que la décentralisation, c'est le président du Conseil général. Au Congo, on dit la décentralisation, mais c'est les gouverneurs qui sont élus et qui ont les mêmes pouvoirs comme dans un État fédéral. Donc, ce n'est pas le terme qui importe, c'est le contenu qui importe. Donc, pour l'instant, le gouvernement ne nous a encore présenté aucun contenu. En dehors des mots. Et on peut bien mettre un contenu en disant fédéralisme, mais en fait, il s'agit de rien, il s'agit d'une décentralisation. Donc, c'est le contenu qui m'importe. Une vraie décentralisation, comme vous avez en France, si on commence par là et qu'on dit dans 10 ans, on va muter au fédéralisme, où est le problème? Je dis bien, encore, je suis pour le fédéralisme. Mais en même temps, je dis, je n'ai pas tous les éléments là devant moi pour apprécier. Donc, je ne vais pas, voilà, quel pays, ok, quel pays dit merci pour cette explication. Moi aussi, je te remercie. J'en viens à Abel Elie Lobe, qui exacerbe la haine ethnique. Ce qui, moi, me choque, c'est que Abel Elie Lobe sait très bien que dans notre pays, s'il estime que les populations, d'abord, il n'est pas Sawa, d'abord, Elie Lobe n'est pas Sawa. Elie Lobe est le cousin d'un grand frère que je connais, qui est expert comptable au Cameroun, qui d'ailleurs s'appelle aussi Lobe comme lui. Et si Elie Lobe est honnête, lui qui s'attaque aujourd'hui au Bamileke, il doit avouer que ce grand frère m'avait dit un jour, voilà, mon cousin est candidat aux élections législatives pour devenir maire de Douala 5e, parce que le SDF voulait que Elie Lobe devienne maire de Douala 5e. Moi, j'ai remis 150 000 dans une enveloppe à Elie Lobe, qu'on appelle rond-point petit pays. À l'époque, il ne m'a pas dit non, je ne prends pas ton enveloppe parce que tu es Bamileke. C'était pour la campagne électorale. Et Elie Lobe a pris. Je lui ai encore remis du pain chaud, de bijoux. On avait mis les saucissons et les palettes de jus à l'école publique de Bonamou Sadi pour qu'il aide ses scrutateurs. À l'époque, il a pris. Mais pourtant, nous étions Bamileke. Le même Elie Lobe, quelques années plus tard, il est devenu maintenant le chantre d'un discours anti-Bamileke à Douala. Mais moi, je pose la question, où est-ce qu'il veut aller? Elie Lobe connaît qu'un pays a des institutions. Il y a l'exécutif, il y a le législatif, il y a l'administration. Ces institutions sont là pour recueillir les doléances des populations et pour donner suite. Alors, s'il se rend compte que les populations autochtones à Douala sont mal à l'aise, pourquoi est-ce qu'il n'adresse pas les revendications à l'administration? Ça veut dire que pour l'instant, c'est la préfectorale. Pourquoi il n'adresse pas ces revendications aux autorités traditionnelles Sawa et leur demande de porter ces revendications en haut lieu? Pourquoi il n'adresse pas ces revendications aux autorités législatives, en l'occurrence Dor Collins, qui est le député? Il y a des députés dans le littoral. Pourquoi il n'adresse pas ces revendications? Il y a des sénateurs dans le littoral. Pourquoi il n'adresse pas ces revendications à ces personnes? Là encore, on est dans le cas de ce qui se passe à San Menima. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont peur de perdre leurs privilèges. Il y a des gens qui ont peur de perdre leur position de rente qu'ils ont hérité de la forme centralisée de l'État que nous ont laissé l'administration coloniale française et avant elle allemande. Et pour ne pas perdre cela, ils exacerbent les tensions. Par exemple, si je suis délégué du gouvernement et que la fonction de délégué du gouvernement va disparaître demain et que la communauté urbaine va disparaître pour céder les places aux maires d'arrondissement et que moi, le délégué du gouvernement, je suis celui qui gère tous les centimes additionnels communaux qui viennent de la zone industrielle de Bonabéry, de la zone industrielle de Douala-Bassa, de la zone industrielle, etc. Que c'est moi les centimes additionnels des marchés, marché central, marché Mbopi. Ça entre dans mon ventre. Si je vois que ce beefsteak va m'échapper, qu'est-ce que je fais? J'appelle Elie Lobe la nuit, je lui donne 10 millions pour qu'il aille sur le marché, pour qu'il aille dans les télévisions. Et je donne pour Dipita Tongo 5 millions pour qu'ils aillent dans les télévisions commencer à raconter n'importe quoi. Quel est le projet que ces gens ont présenté de cohérent qui puisse garantir le bien-être des populations locales? Moi, j'utilise mon cerveau pour réfléchir. À mon petit niveau. Je ne suis pas Zoro. Je ne suis rien du tout.
J'apprends. J'apprends. J'apprends aux côtés d'un grand homme. C'est le président élu Maurice Kamto. Et nous avons travaillé sur un projet. J'aurai le temps de faire un live parce que si je veux faire parler de ça là en détail, c'est très long. Nous avons eu le temps de travailler sur un projet qui va permettre que dans notre pays, le Cameroun, là, que les populations, surtout Sawa, autochtones du littoral, soient à l'aise. Je pense que ce projet, c'était surtout un projet immobilier, une fondation, c'est-à-dire qu'un projet immobilier, je ne vais pas entrer dans les détails, parce que si j'entre dans les détails, mon live sera très long. Ça, c'est un petit live pour que, bon, on digère un peu avant d'aller dormir, ou pour ceux qui viennent de se réveiller démarrent bien la journée. Le président Kamto avait demandé de réfléchir. Souvenez-vous, quand il était venu à Douala, il avait dit, je veux que désormais à Douala, sur le plateau Jos, on ne construise plus moins de 20 niveaux. Ok. Donc, le projet consistait pas à dire que n'importe qui va venir construire comme ça à Douala. D'abord que les autochtones Sawa vont se réapproprier de leur espace vital, le plateau Jos en l'occurrence. Les villes, les endroits comme Aqua, les endroits comme Bona, Bona ceci, Bona cela, Bona ceci, Bona cela. Premièrement, comme cela se fait dans les villes comme aux États-Unis, comme dans les villes comme New York, quand vous voyez un immeuble de 120 niveaux, l'immeuble de 120 niveaux n'a pas, on dit Trump Tower, ça n'appartient pas à Donald Trump tout seul. Il y a des fonds d'investissement qui sont créés, hein, et Jean Gondi peut confirmer ça, puisque lui-même est dans la finance. Il y a des fonds d'investissement qui sont créés, et ils se mettent ensemble pour construire un immeuble de 120 niveaux. Chacun peut détenir 10 niveaux, 10 niveaux, 10 niveaux. Maintenant, quelqu'un comme Trump peut payer, et on appelle ça Trump Tower. On met son nom dessus. Il paye. Voilà. Autour de ces immeubles, voilà. C'est ce qu'on veut faire à Douala. Et le président Kamto a dit, voilà, il faut réfléchir, lui les juristes. Nous sommes économistes. Nous réfléchissons sur l'architecture. Mais lui, il est juriste, il peut mettre des gens au travail pour réfléchir sur les lois qu'il faut pour que cela soit en place. Que désormais, à Douala, que les populations puissent garder la propriété de leur terrain et que certains projets immobiliers de 20, 30, 50 étages puissent sortir de terre avec des fonds d'investissement où les populations locales possèdent la terre et une partie ou la totalité, la moitié ou plus de l'immeuble qui va être généré. Avec des incitations de l'État. Nous travaillons dessus. Je vais lui demander, s'il m'autorise, je ferai un live pour expliquer aux Camerounais comment cela va se passer. Mais là encore, je ne vais pas aller trop loin parce que c'est le boss. C'est à lui de parler de ça. Si je commence à parler de tout ça là dans un live, après il va parler de quoi? Il y a en place, Elimbi Lobé, dans son brouhaha qu'il a fait, il ne propose rien comme projet qui puisse se substituer c'est-à-dire que comme projet qu'on puisse se substituer et dire voilà population Sawa, vous êtes victime de ceci en échange de la spoliation dont vous êtes victime, voilà ce que nous vous proposons.